La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait dans l'ambiance très animée du grand marché international de Rungis où depuis peu, la mode ici est au tout végétal, steak sans viande, produits fabriqués à base d'algues. C'est un nouveau marché du bien-être qui est en train de voir le jour depuis quelques années. Enquête sur le steak végétal, les ventes explosent, alors que cache ce nouveau marché et comment les industriels parviennent-ils à reproduire le goût de la viande? On vous emmènera dans les coulisses des géants du secteur. Et puis, seriez-vous prêt à remplacer légumes et féculents par des algues? Plongés dans la nouvelle filière des plantes marines, les industriels vantent leur qualité nutritionnelle. À leur mode éphémère ou aliment d'avenir, nous irons en Bretagne. Mais d'abord, notre enquête sur ces drôles de steaks qui ont envahi depuis peu nos rayons de supermarché. Des steaks sans viande. Regardez, tout ressemble à un steak de bœuf, sa composition, son poids, son apparence. Mais à l'intérieur, pas un gramme de viande. C'est ce qu'on appelle des steaks simili-carnés. Alors que cache ce nouveau marché qui surfe sur le manger sain? Car il y a la viande, sans viande donc, mais aussi le poulet, les saucisses et même le foie gras. Le goût est-il toujours au rendez-vous? La promesse nutritionnelle est-elle tenue? Nous avons remonté la filière. C'est une enquête signée Guillaume Caour. Deux beaux steaks généreux, grillés avec soin. Est-ce qu'on peut en relancer deux quand même? Dans son restaurant, Isabelle Ben Simon cuisine une nouvelle viande qui ressemble à s'y méprendre à du bœuf. Pour en faire la promotion, elle organise des dégustations sur ce marché parisien. Bonjour, vous voulez goûter un petit morceau? C'est une devinette. Attendez, je prends un micro-morceau. Après quelques mastications, verdict. On dirait de la viande hachée. Du beefsteak haché, est-ce que c'est du bœuf? Je sais pas. Ça vous fait penser à quoi? C'est de la viande. Ouais. J'aurais dit du steak. Ouais, la texture, on dirait du bœuf haché. Ça a l'apparence, la texture et le goût du bœuf. Mais en fait, pas un gramme de viande dans ce steak. Eh ben c'est végétarien. Il y a des céréales, des légumineuses. C'est super bon. C'est bon, hein? Le nom de ce produit, le steak végétal. Mais rien à voir avec les traditionnelles galettes de céréales ou de lentilles. Il imite le goût du bœuf, on appelle cela le simili-carné. On peut pas dire que c'est très bon, non. Non, c'est bon, point, c'est tout. D'accord. Disons que c'est acceptable. Oui. Un steak haché industriel, ça s'en rapproche? Tout à fait, oui. Industriel, oui. Industriel est trop cuit. En pleine croissance, ce steak végétal est le nouveau concurrent de la viande animale des bouchers. Isabelle le vend dans son restaurant, au nom provocateur, la boucherie végétarienne. Ça aussi. Son prix 24 € le kilo, 2 fois plus cher que du bœuf. Mais depuis l'ouverture, il y a 1 an et demi, les ventes explosent, pas grâce aux végétariens, mais à une clientèle encore plus nombreuse, les flexitariens. Les flexitariens, c'est quoi? C'est un néologisme qui veut dire que certaines personnes mangent de la viande, mais qu'elles souhaitent diversifier leur alimentation. C'est des végétariens à temps partiel. Dans notre civilisation, la viande est traditionnellement au centre de l'assiette. Et là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à de la viande. Donc, est-ce qu'on leur offre la possibilité de cuisiner exactement de la même façon qu'elles le font habituellement? Comme 30% des Français, Gwendoline réduit sa consommation de viande, notamment grâce au steak végétal. Je me sens mieux en fait, je me rends compte que je suis en meilleure santé aussi sans manger de viande. Je digère beaucoup mieux ce que je mange, donc je suis pas fatiguée en fait après avoir mangé, j'ai pas mal au ventre, je me sens bien. Moins 15% de consommation en 10 ans. La viande n'a plus la cote. Les pouvoirs publics nous déconseillent d'en manger tous les jours. Les associations végétariennes nous révèlent les problèmes récurrents de maltraitance animale dans les abattoirs. Et les écologistes dénoncent l'impact des élevages sur l'environnement. Consommation d'eau, émissions de CO2 et de méthane.
En 2050, lorsque nous serons 10 milliards sur Terre, nous ne pourrons pas tous manger de la viande. Pour la remplacer, les supermarchés proposent désormais une copie végétale, des faux steaks, poulets, saucisses, cordon bleu et même du faux foie gras. Mais imiter la viande cache de bien curieuses recettes mises au point par les apprentis sorciers du végétal. Alors, est-ce une alternative saine et équilibrée pour notre santé? Devons-nous troquer notre bon vieux steak pour son substitut végétal? Pour percer les secrets de fabrication de la fausse viande, direction le nord de l'Italie, à Gorizia. Biolab est le seul fabricant à nous avoir ouvert ses portes. Production annuelle, 1 200 000 steaks végétaux comme ceci. Avec une prouesse, imiter le goût et la texture de la viande à une échelle industrielle, sous la direction de Simone Piccone, illusionniste en chef. Pour cela, il utilise du soja déshydraté qui a 2 avantages. Être riche en protéines, comme la viande, mais aussi en avoir la consistance. Nous utilisons 2 variétés de soja parce que cela permet d'obtenir une texture finale proche d'un steak, comme de la vraie viande hachée. Mais cela ne suffit pas, c'est un peu sec. Alors il faut rajouter des oignons revenus dans de l'huile d'olive. Les oignons, c'est important, c'est ce qui apporte une texture plus douce. Voilà pour la texture. Mais à ce stade, il manque encore l'essentiel, le goût de la viande. Un secret industriel jalousement gardé dans cette pièce. Ici, c'est votre salle secrète? Oui. Ici, nous préparons les épices pour fabriquer le steak végétal. Et c'est impossible de savoir quelle épice vous utilisez. Oui. Cela doit rester confidentiel parce que c'est ce qui donne le goût, la saveur finale au steak. Stockés dans cette pièce, des dizaines d'épices et d'arômes d'origine végétale, comme cette mystérieuse poudre marron qui reproduit le goût du bœuf. Mais impossible d'en savoir plus. Dans l'usine, ces poudres sont dosées au gramme près, mélangées au soja et aux oignons. Puis les préparateurs ajoutent une marmite d'huile de coco et un épaississant, le carragénane, accusé par certains scientifiques de provoquer des irritations intestinales. Le steak végétal est le résultat d'un assemblage industriel, 17 ingrédients au total. Finalement, grâce à cette machine, l'illusion est parfaite. La fausse viande ressemble à un vrai steak et peut prendre sa place dans votre assiette selon l'industriel. Cela remplace parfaitement un steak animal dans la taille, la forme, la texture et le goût. En protéines aussi? Oui, c'est comme un steak de bœuf. Mais nos protéines sont à base de soja. Si je veux arrêter la viande, je peux manger ça? Oui, bien sûr. C'est bon pour ma santé? Oui. Riche en protéines, le steak végétal aurait donc la même valeur nutritionnelle que le steak de bœuf, promesse de fabricant. Faut-il la croire? Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Réponse avec la nutritionniste Vanessa Gouillot qui a étudié ces alternatives à la viande. Nous lui avons apporté plusieurs steaks végétaux achetés dans les supermarchés pour lui poser cette question. Est-ce qu'on peut considérer que ça peut remplacer un steak animal? Alors, en termes d'apport en protéines, oui, si le steak contient à peu près 13 à 20% de protéines. En revanche, cela restera des protéines qu'on dit végétales, donc issues de végétaux, et elles ne correspondront pas forcément à tout ce que pourraient apporter les protéines animales. Donc ça ne remplace pas alors? On ne peut pas arrêter la viande pour remplacer par ça? C'est pas tout à fait... Non, ce ne sont pas les mêmes choses. Il manque notamment du fer et des acides aminés. Mais certains de ces steaks végétaux posent d'autres problèmes plus gênants pour notre santé. Celui-ci, par exemple, est trop gras. On a ce produit-là qui fait presque 297 calories au 100 grammes. Donc ça ramène quand même presque 2 fois plus de calories qu'un steak classique. Et celui-là, que nous avons rapporté de l'usine italienne, est trop salé.
Il contient 5 fois la dose de sel d'un steak classique. Moi, je le déconseillerais tous les jours. C'est salé comme une charcuterie ou un fromage. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas le saler à la cuisson, ni en rajouter après au moment de le consommer. Selon elle, certains de ces produits peuvent toutefois remplacer ponctuellement le steak de bœuf. Si bien que les associations végétariennes y voient aujourd'hui le moyen de nous amener à manger moins de viande animale. Comme l'association L214, qui s'est fait connaître avec ses vidéos choc tournées clandestinement dans les abattoirs pour dénoncer la maltraitance. C'est celui qui est là-bas ? Bérénice et Seuad sont bénévoles pour cette association. Cet après-midi, elles font la tournée des restaurants de ce quartier parisien. On est de l'association L214, peut-être vous connaissez. Elles lancent un défi au patron. De défense des animaux. Le principe de cette campagne, c'est de proposer un menu végétal, donc sans aucun produit issu des animaux. Elles s'appuient sur la fausse viande pour convaincre le restaurateur et son cuistot. Ça peut être des émincés de faux poulets, entre guillemets, ou des faux steaks. Cuisinés par un chef, ça peut vraiment avoir un intérêt. Non, mais moi, le principe, Hamid, on peut essayer. Bien sûr. Parce que ça peut nous faire aussi une nouvelle clientèle. Au revoir. Au revoir. En contrepartie, elles s'engagent à remplir le restaurant en communiquant sur Internet. Non loin de là, le soir même, ce restaurant s'apprête à relever le défi du menu 100% végétal. Présenter le menu aux convives, voilà. C'est une première pour le chef Evans. Il n'a jamais cuisiné de simili carne. Ça, c'est les saucisses. S'il est stupéfait par la qualité des fausses saucisses, en goûtant ces saucisses végétales, ça m'a surpris et j'ai beaucoup apprécié. Pour la volaille, en revanche, il est perplexe. Il sait qu'il va devoir rajouter sauce et épices pour donner du corps à la recette. Moi, j'ai pas trouvé que ça avait le goût de poulet. Ça avait beaucoup le goût de soja. Un poulet sans goût qui lui a tout de même coûté 2 fois plus cher que du poulet normal. En salle, la dégustation commence. Monsieur, dame. Cette table d'omnivores observe avec curiosité l'arrivée du plat principal, la volaille. Moi, ça me fait penser à de la dinde, en fait, coupée en morceaux et honnêtement, c'est bluffant. Dans les cas, on n'a pas l'impression de manger que des légumes, en fait. Il y a vraiment cette résistance à la mastication qui fait qu'on est sur quelque chose qui ressemble à de la viande. Les clients ont l'air emballés, mais la gérante et son chef, eux, ne sont pas encore convaincus. Trop plus pour l'entrée et le dessert. Vous seriez prêt à retravailler ces produits-là? Je sais pas, c'est à réfléchir. On est quand même un restaurant de viande avant tout, et peut-être pour garder notre clientèle et même si ça peut nous en apporter d'autres, je pense, on a quand même une image. Et c'est à réfléchir, à savoir si on peut faire les deux ou pas. Vous pensez que le simili carne peut vous faire perdre votre clientèle? Peut-être, oui. Si on change le concept. Exactement, ouais, si on change le concept. Les restaurateurs sont encore hésitants à l'idée de changer leur carte pour passer au végétal. Pourtant, toute une gamme de fausses viandes est aujourd'hui à leur disposition. Au Salon international de la restauration de Lyon, pays de la charcuterie, plusieurs stands de fausses viandes, dont celui de Jean-François Ordureau, directeur commercial de Link, 25% de croissance par an. Fausse volaille, fausse mortadelle, toute une gamme de viande sans viande, 160 produits au total. La traditionnelle hot dog, les chipolatas, ou bien la végigaise, qui pourrait s'apparenter à un classique finissant par gaze. Ici, vous avez le salami végétal, bio. Ici, vous avez le simili jambon avec un goût légèrement fumé, qu'on appelle Texas. Et bien sûr, après, la saucisse de viande traditionnelle. Vous voulez goûter? Sur ce salon, l'industriel espère convaincre de nouveaux restaurateurs de proposer sur leur carte ces produits simili carne. Tout est végétarien. Ces deux associés dirigent une chaîne de 4 restaurants américains près d'Amiens. Plusieurs centaines de couverts par jour. Tout ce qui est bien gras. Ils souhaitent bientôt proposer une alternative végétarienne à leurs clients.
Aujourd'hui, moi, j'ai des collectivités qui font même du cassoulet végétal. Hein. D'accord. Et oui, on a tous les éléments pour pouvoir remplacer les ingrédients et ça fonctionne très très bien. Pour les convaincre, le mieux, c'est encore de goûter. C'est salé, mais ça a le goût de viande, alors que c'est pas de la viande, c'est incroyable. C'est bluffant. Ça avec les sauces, le pain, tu vois, je mets au défi peut-être un client de faire la différence. Le goût de la charcuterie. Effectivement, pour les enfants, ça pourrait être pas mal aussi. Sans un gramme de charcuterie. Un miracle rendu possible grâce à la chimie. Dans son usine, Jean-François Ordureau produit 1000 tonnes de charcuterie chaque année en quantité industrielle. Essentiellement grâce à des poudres, comme cet extrait végétal. Vous avez des épices et des amidons. Nous, on utilise de l'amidon de blé bio. Voilà. Donc c'est ce qui va donner le consistant, aussi la protéine lors du mélange. Une quinzaine d'ingrédients sont malaxés dans cette cuve pour obtenir cette farce végétale. Elle est injectée dans des boyaux naturels, puis cuite à la vapeur. Une fois découpé en tranches, ce salami végétarien sera vendu 2,50 € les 100 grammes en supermarché. Mais l'usine ne fait pas seulement de la charcuterie. Dans cette cuve, elle produit aussi ce faux fromage. Il suffit de changer quelques poudres et le tour est joué. De nouveaux produits qui cartonnent dans toute l'Europe, inventés par Anthony Verhaeghe, fils de charcutier. Bonjour Anthony. Donc là, vous avez notre cube fromage. Depuis 2 ans, il invente des faux fromages pour les consommateurs qui ne mangent pas de lait animal. Là aussi à base d'amidon, mais avec un défi supplémentaire, reproduire les qualités du vrai fromage. Et donc là, on voit bien que le fromage, ils font bien comme du vrai fromage. Donc on peut le manger froid, en cube, et on peut le mettre sur une pizza ou dans un croque-monsieur. Ces fromages, ils les mettent au point sans fermentation, mais en testant différents mélanges de poudre. On va ajouter l'huile. Ils travaillent sur une nouvelle formule, du faux gouda. Un extrait de carotte. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu artificiel quand même? Oui, un peu, hein, ouais. Ici, chez nous, on part de rien. Une base à zéro. Donc là, il faut ajouter des épices, des arômes, des bouillons pour donner un goût. De la chimie végétale. Mais sur ces emballages, le directeur des ventes veille à afficher des termes qui fleurent l'authentique et le terroir. Des fromages cheddar ou mozzarella. Mais vous avez le droit d'utiliser un nom comme celui-là. C'est un fromage, c'est pas un nom de fromage végétal. Absolument, mais on n'est pas du tout sur le mode de fabrication, on est sur le goût. Le goût, c'est-à-dire qu'on a retranscrit un goût, le goût de la mozzarella, qui est un fromage classique très connu. On a retranscrit ce goût sous une forme alternative. Et donc là, vous avez une alternative fromagère, végan, bio, qui a en plus le goût de la mozzarella. Mais mozzarella est écrit en gros et le terme goût beaucoup plus petit, une vieille ficelle du marketing. Fromage sans fromage, viande sans viande, cette alimentation végétale ressemble de plus en plus à la nourriture industrielle des géants de l'agroalimentaire. Elle pèsera 5 milliards d'euros dans le monde en 2020. C'est sur la liste. Regardez, je suis là. Ouais. Et après les steaks végétaux, on s'intéresse à l'autre produit star du moment qui surfe aussi sur cette tendance du bien-être, les algues marines. On en trouve à toutes les sauces, sous vide, séchées ou en bocaux, dans les supermarchés, les cuisines des grands chefs ou dans les plats préparés. La production a explosé ces dernières années. Ces adeptes affirment même qu'elles seraient bénéfiques pour la santé. Les algues marines pourraient même à terme, dit-on, remplacer le plastique. Tout un programme. Alors les algues, nouveau Graal, c'est une enquête signée Lionel Bayon. Pâtisserie fabriquée par une imprimante 3D. Cuisson à l'azote liquide. Super aliment. Pour sa première année, le festival à table en 2030 tente de répondre à une question. Que mangerons-nous demain? Et dans les allées, cet atelier ne désemplit pas. Alors
va commencer tout de suite par un tartare d'algues. Le tartare d'algues, c'est la base quand on commence la cuisine aux algues. La cuisine aux algues, c'est la passion de cette Bretonne, Régine Keva. Et quoi de mieux qu'une recette pour la faire découvrir aux visiteurs? D'abord, mélanger 3 algues séchées. Remettez une cuillère, remettez une cuillère, remettez une cuillère, remettez une cuillère. Puis rajouter du vinaigre et de l'huile. C'est bon pour tout le monde? Touiller et émincer du poivron et de la pomme pour obtenir un tartare d'algues. Grâce à ce plat surprenant, les visiteurs peuvent goûter le végétal marin, souvent pour la première fois. Alors, Le résultat est iodé, mais aussi un peu gluant. C'est bon. C'est vrai qu'on mastique beaucoup quand même. Ça ressemble plus à, je dirais pas à dire à de la salade, mais c'est quelque chose vraiment qui peut faire partie de mon quotidien après tout ce qu'on a fait vraiment cuisiner. C'est vraiment impressionnant. Pour cette Bretonne, l'algue sera bientôt dans toutes les assiettes, dont la vôtre. Je pense que l'algue, c'est l'aliment de demain parce qu'elle a un intérêt nutritionnel fort. Elle est riche en protéines, en vitamines, en magnésium, en antioxydants. Et elle trouve sa place dans notre alimentation d'une manière assez simple, en fait. Les algues, aliments du futur, en fait, nous en mangeons déjà sans le savoir. Au restaurant japonais, avec l'algue nori qui emballe les makis, ou le wakame dans la célèbre soupe miso, mais aussi dans nos crèmes dessert, utilisées comme additif alimentaire pour ses pouvoirs gélifiants, les fameux E401 à E407. Déjà largement consommées en Asie, les algues pourraient chez nous aussi remplacer les légumes et même la viande. Alors faut-il se laisser séduire par le végétal marin? En Bretagne, le littoral de Lotyrec dans le Finistère est le plus grand champ d'algues d'Europe. Le terrain de cueillette favori de Régine, l'ambassadrice de cette nouvelle cuisine. Quand d'autres initient leurs enfants à la cueillette des champignons, elle fait découvrir les algues à ses amis et prépare son repas du soir. Regarde la jeune laminaire comme elle est belle, celle-là. En France, 21 variétés d'algues sont autorisées à la consommation, toutes présentes sur cette plage, notamment la plus célèbre d'entre elles. Regardez ici ce qu'on a, regardez ça, c'est de la nori. La nori, c'est une algue très connue, c'est d'ailleurs, ça veut dire algue en japonais, hein, nori, quelque chose comme ça. C'est celle qui enveloppe traditionnellement les makis. Hein. Donc tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà mangée, sauf que là, on a de l'algue bretonne. Elle peut se consommer crue ou cuite. Et ce soir, si on en trouve d'autres comme ça, on va envelopper de la Saint-Jacques dedans. Un peu plus loin, Régine fait une autre découverte. Ah oui, attends, oui. Bah oui, bien sûr. Du codium. Je vous en coupe un peu, non? C'est pas vrai. Une algue rare. Vous n'aimez pas ça? Au goût amer. Dans une salade composée, c'est un régal. Moi, j'aime bien son goût un petit peu de cornichon qu'on peut découper et mettre dans des salades composées. Bon, visiblement, ça ne rassemble pas l'unanimité. Dans ce potager iodé, ramasser des algues ne comporte aucun risque pour la santé. Ça, on l'appelle le steak de mer. C'est une algue qui a un goût fumé assez fort. D'autant que ce bout de côte bretonne est resté préservé de la pollution. Pas de pétrole, ni de métaux lourds, ni de nitrates. Ici, les algues sont toutes comestibles. Ça doit être de la rhodomela. Moi, je les reconnais au goût maintenant, tu vois. Ici, même la tristement célèbre algue verte peut être consommée. Elle envahit les plages quand elle est dans un endroit où il y a beaucoup de nitrates. Mais quand elle est accrochée comme ici, eh bien là, elle ne présente aucun danger. Et vous la mangez, l'algue verte? Ah oui, bah, je vais même la manger devant vous pour vous montrer que c'est très bon pour la santé. C'est un petit goût. Alors là, c'est un goût iodé, forcément. Mais elle va nous apporter du magnésium, du fer, des protéines, des vitamines B12. Donc c'est vraiment intéressant. 2 fois par mois,
Régine et ses acolytes font leur emplette dans ce marché à ciel ouvert. Chacun repart avec 2 à 3 kilos d'algues en tout genre, uniquement pour sa consommation personnelle. Les vendre est strictement interdit pour les particuliers. À la nuit tombée, Régine doit maintenant cuisiner sa récolte pour ses invités du soir, aidée d'une amie. On va découper des algues fraîches, on va découper un petit peu de tout. Pour l'apéritif, 4 algues différentes finement découpées et mélangées à une base de pois chiches. Une recette libanaise à la sauce bretonne. Je suis en train de faire un houmous aux algues, donc je pars de la recette traditionnelle du houmous. Pois chiches, huile d'olive, citron, ail et thym, une purée de sésame. Et évidemment, je vais y mettre des algues. Si on met trop d'algues, c'est pas très bon. Et si on n'en met pas assez, ça sent pas l'algue, ça ne goûte pas l'algue. C'est pas compliqué à cuisiner, mais il faut connaître les bases de la cuisine aux algues. C'est une nouvelle cuisine quand même. Hein. Régine a inventé des recettes étonnantes, comme ces noix de Saint-Jacques enveloppées d'algues tourou-tourou. 19h, la dégustation peut commencer. Les invités sont arrivés. Fabienne et Yann, des voisins agriculteurs qui n'ont jamais mangé d'algues. Ce soir, il va pas manger de viande. Hein. Ce soir, Yann, tu goûtes des protéines végétales. Même dans le punch, Régine a mis une algue, du kombu. C'est du houmous aux algues fraîches. On a ici des rillettes de sardines aux algues sèches. On a ici un tartare de coquilles Saint-Jacques aux algues. Faites comme nous, jetez-vous sur la noix. Après, il n'y en aura plus. Un petit peu de chaque. Yann commence par le tartare aux algues. C'est fondant, c'est pas trop fort, ça a du goût. On sent du croquant un petit peu dans l'algue. D'apparence visqueuse et verdâtre, l'algue peut donc être un plaisir de gastronome. Mais pourrait-elle demain constituer la base de notre alimentation? Remplacer ce que nous mangeons d'habitude? Cette question, nous sommes allés la poser à une spécialiste des algues. Cette nutritionniste en prescrit régulièrement à des patients pour leurs nombreux atouts. C'est une odeur iodée, hein. C'est comme si on était à la mer, mais ça fait du bien. Il y a énormément de richesses. On va retrouver la vitamine C, qui est importante pour stimuler l'immunité et justement éviter les maladies hivernales. On va avoir du fer végétal. On va avoir également des protéines, du calcium et du magnésium. Mais aussi des oligo-éléments et des fibres. Bah, c'est très bon. Les algues sont aussi riches que nos nourritures terrestres. Les algues peuvent remplacer les légumes, typiquement notre portion de légumes ou de crudités. Et également, si on souhaite se faire un repas végétarien, les algues alimentaires peuvent substituer aux protéines. En clair, certaines algues peuvent remplacer la viande. Des qualités nutritionnelles qui leur valent aujourd'hui de faire leur entrée dans les rayons des supermarchés. En Bretagne, celui-ci propose une gamme d'une vingtaine de produits. Riz aux algues à 3,95 €, pesto marin et aromates, ou de l'agar-agar, un gélifiant tendance pour la pâtisserie, qui remplace aujourd'hui la gélatine de porc. Ces dernières années, plusieurs PME se sont lancées dans la production d'aliments à base d'algues, à grande échelle. C'est le cas de cette entreprise bretonne, installée à 50 km de Lorient, devenue le leader en Europe. À la barre, Christine Le Ténier a vu venir le succès des algues bien avant tout le monde. Pour sa production, elle achète sa matière première auprès de récoltants professionnels. Des algues stockées dans ses fûts, achetées entre 500 et 1500 € la tonne. Quand moi j'ai commencé ce métier, donc il y a maintenant 30 ans, on a dû tout écrire, on est parti d'une feuille blanche. Les algues, c'était les trucs gluants sur la plage quand on était petit. C'était une connotation extrêmement péjorative, il faut être clair. Aujourd'hui, son entreprise réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et son best-seller,
c'est le tartare d'algues. 300 000 pots produits chaque année de façon industrielle. Première étape, façon balnéo, le nettoyage à l'eau claire pour éliminer les impuretés. Il y a du sable, du bigorneau, du coquillage, un tas de trucs comme ça. Et en fait, la seule méthode qu'on a trouvée pour laver correctement les algues, c'est ce bain à remous qui permet de soulever les algues et tout ce qui est lourd tombe. Une fois nettoyées et triées, les algues sont coupées en fines lamelles, puis mélangées à des haricots de mer, de la vinaigrette, des condiments. Ici, de l'échalote en poudre. Après mixage, le tartare d'algues est prêt à partir en grande surface. Il sera consommé à l'apéritif sur du pain ou en salade. Alors le tartare d'algues, en fait, ça a été l'idée d'amener un produit gastronomique pour le consommateur qui ne connaissait pas encore le goût des algues. Donc c'était un produit prêt à l'emploi, c'est ça qui était important. Mais Christine Le Ténier ne se repose pas sur ce succès. Pour s'imposer sur le marché de l'agroalimentaire, sa société innove avec ses petites billes de couleur totalement inattendues, déjà la moitié de son chiffre d'affaires. Alors ce sont donc des petites perles de saveur donc au sirop de curaçao, qui n'est pas alcoolisé. Et en fait l'originalité, quand je croque, ça va exploser en bouche. Donc ça va être dans mes coupes de champagne, dans mes desserts, beaucoup pour les mariages. Ces petites sphères croquantes, elle a pu les créer grâce à l'alginate, une molécule présente naturellement dans l'algue, aux propriétés gélifiantes. L'algue permet ça, donc permet cette encapsulation, là ici c'est le cas d'un sirop, et permet cette encapsulation et d'avoir ce côté croquant après. Sans l'algue, on ne pourrait pas faire ça. Donc ici c'est vraiment l'intérêt fonctionnel de l'algue qui est utilisé avant son intérêt nutritionnel. L'algue n'est donc pas qu'un aliment, c'est aussi un matériau, avec aujourd'hui des applications étonnantes, et pas uniquement dans votre assiette. Ce matin à Nantes, Jean-Philippe Douy, opticien, revient de son atelier de fabrication. Coucou! Avec sous le bras plusieurs lunettes de sa marque. Je vous ramène la suite. Il y a 3 ans, il a dessiné une collection entière. 17 modèles en apparence semblables à celles que vous portez, à une exception près. Ces lunettes, c'est un peu spécial, oui, parce que la matière, donc on est sur des montures là qui sont combinées métal et plastique, et le plastique en question, c'est un plastique à base d'algues. Un plastique à base d'algues, donc sans pétrole. Cette matière écologique remplace parfaitement l'acétate ou la résine, habituellement utilisée par les lunetiers. Le premier réflexe, c'est est-ce que ça sent? Pas du tout, ça reste une matière plastique. Et oui, on a une demande croissante sur ces produits-là. L'an dernier, sa marque a vendu 1200 paires de lunettes en algues, comme à cette cliente. C'est pas grand-chose. Venue aujourd'hui, c'est pas grand-chose, hein, pour un petit réglage. Anne a déboursé 270 € pour ses lunettes, aussi solides et légères qu'un modèle traditionnel. Et quand vous dites à votre entourage que vous portez des lunettes à base d'algues... Il ne me croit pas. Dans ce premier temps, il ne me croit pas. C'est pas possible, c'est pas des algues. Je dis, mais si, je vous assure. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Il faut dire que l'idée paraît un peu saugrenue, et pourtant... C'est en Ille-et-Vilaine, près des remparts de Saint-Malo, qu'est installée la seule usine au monde à produire ce biomatériau, résultat de 10 années de recherche. Matière première, ces longues algues brunes ramassées à Saint-Malo, aux fibres solides et résistantes. Xavier, ingénieur, commence par les assécher, puis les mélange à une préparation végétale à la composition strictement confidentielle. Secret industriel oblige. Il obtient ces granulés verts qui vont être réduits en poudre. Une fois chauffée dans ces moules, la poudre se solidifie en un matériau 100% végétal et biodégradable, substitut presque identique au plastique traditionnel. Le patron de cette jeune société, Algopac, y croit dur comme fer. Le premier lot qui va sortir. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une clé, une coque de clé USB en fait.
Dedans, on viendra mettre un module USB et on aura une clé USB complète. Elle est complètement révolutionnaire. Ici, on a remplacé 100% du plastique par l'algue. Si on la met dans l'eau en immersion totale, au bout de 2 heures, elle va être complètement déstructurée. Donc plus de déchets sur les plages et de plastique qui finissent dans les océans. Pour résister à l'eau, leur gobelet ou leur jouet de plage comportent donc 50% de plastique. Mais avec les algues, les possibilités sont très nombreuses, jusqu'aux lunettes mises au point par Jean-Philippe il y a 3 ans. Ça va, Pierre? Dans l'atelier de son fournisseur, ce sont ces plaques de biomatériaux qui vont être utilisées. Le fabricant a investi dans cette machine spéciale pour la découpe. En quelques minutes, la monture en algues apparaît. Ce nouveau modèle sera bientôt commercialisé. On a des poissons qui ont vécu à l'intérieur de cette lunette. C'est complètement improbable. On parle plus à l'enfant qu'au myope, qu'à l'hypermétrope. Matière écologique de demain, l'algue pourrait même bientôt remplacer le plastique ou le métal de nos emballages. En banlieue parisienne, à la faculté d'Orsay, ce chercheur en physico-chimie a mis au point une membrane révolutionnaire qui pourrait envahir frigos et distributeurs automatiques. Une canette en algues à 100%. Je prends une paille, on voit une très très fine membrane, je perce, je bois. Si on arrive à fabriquer le distributeur de demain, on se dit tiens, je vais prendre de l'eau aromatisée orange. Tac, 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 j'ai mon œuf qui tombe dans les mains. Je prends, je perce, je bois tout de suite et je jette. Voilà. Zéro déchet, zéro plastique, zéro aluminium, zéro pollution. Et tout ça grâce à une algue. Et tout ça grâce à une algue. Canette, mais aussi film en algues pour protéger les aliments, comme avec du cellophane. Donc là, on est sur une peau élastique, complètement végétale. On a testé ça avec une orange, par exemple. On l'a mis sur ce récipient en verre. Le film, dans le réfrigérateur, va rétrécir, va complètement isoler. Et là, ça fait 1 semaine qu'on est en test de vieillissement. Et là, on dirait à s'y méprendre un plastique classique ou conventionnel, alors que là, c'est uniquement encore des algues. Grâce aux algues, le végétal devrait demain prendre encore un peu plus de place dans notre quotidien. Voilà de quoi peut-être vous donner des idées pour vos prochains dîners en famille ou entre amis. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve évidemment très vite sur France 2. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.